Et je me suis juré sur mon lit d'hôpital en réanimation, alors que j'avais des tubes de partout, que 1, j'allais survivre, et 2, j'allais recréer une boîte. Et en fait, j'ai occupé mon esprit en permanence à me demander qu'est-ce que j'allais faire après. C'était une façon de rester actif dans ma tête, rester actif, focus et occupé, et de pas penser à la maladie. Et justement, je me suis jamais considéré comme malade. J'étais pas dans le déni, mais je me dis, t'es pas malade. Tu as un challenge, tu vas t'occuper de la suite. Et ça m'a énormément aidé. Ça m'a énormément aidé à tenir. Et puis donc, une fois guéri, dès que j'ai pu, j'ai repris mon bâton de pèlerin, j'ai donc créé Secure Clé. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème retail et e-commerce. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Retail e-commerce qui se tient en mars à Monaco, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. J'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots ? Bonjour Cyril, le One-to-One Retail e-commerce réunit depuis 2011 la communauté des décideurs de l'écosystème à Monaco pendant 3 jours et à huis clos. Le concept est simple, ce sont des rendez-vous business entre prestataires de solutions et les C-level, agrémentés de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est réellement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Effectivement, nous avons beaucoup de contenu de grande qualité avec des intervenants triés sur le volet pour aborder des sujets d'actualité, donner de l'inspiration et partager des retours d'expérience. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Pour en savoir plus, comment doit-on faire ? C'est ultra simple. Vous allez directement sur le site internet du One-to-One Monaco ou vous suivez notre page LinkedIn pour en savoir plus. Merci Sonia, à très bientôt à Monaco et d'ici là en audio, toujours sans coupure. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Métivier, cofondateur et président de Secure Clé, une application innovante qui révolutionne la duplication de clés, de badges, de télécommandes de garage et de clés de voiture, le tout depuis chez soi grâce à l'intelligence artificielle. Pascal est un entrepreneur aguerri du secteur de la sécurité et de l'InsurTech, avec plusieurs brevets et entreprises à son actif, dont Secure Keys, leader européen de l'assistance en cas de perte de clés, et Okidokiz, pionnier de l'accès mobile, revendu au groupe Somfy en 2016, tout récemment. Il a fait parler de lui dans Qui veut être mon associé sur M6, où il a levé 300 000 € et trouvé de nouveaux partenaires stratégiques. Dans cette conversation, nous allons explorer nos 3 grandes thématiques habituelles. D'abord, le marché de la sécurité et la duplication de clés. L'idée de répondre aux questions autour des enjeux, autour de la gestion des clés, de l'accès sécurisé. Comment ce marché évolue entre solutions physiques et digitalisation des services, et puis comprendre aussi quels sont les impacts des nouvelles technologies comme l'IA sur ce genre de services. Nous poursuivrons comme d'habitude sur la proposition de valeur de Secure Clé, en quoi cette application apporte une innovation par rapport aux services traditionnels de reproduction de clés. Vous allez le découvrir, c'est assez passionnant. Quels sont les avantages pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels, et c'est là qu'on rejoint le retail. Puis il y a un aspect stratégique aussi, avec les partenariats qui ont été noués avec des compagnies d'assurance ou des banques. Enfin, nous conclurons par la partie autour de la relation avec le consommateur et la notoriété de la marque. Quels enseignements Pascal tire de son passage dans Qui veut être mon associé, puis comment créer la confiance autour des services aussi sensibles que la duplication de clés. Puis enfin, il y aura toujours les enjeux autour de l'acquisition, de la fidélisation et puis du développement de la notoriété. Mais avant de commencer, Pascal, peux-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, et d'abord merci pour cette opportunité d'échanger avec toi. Donc je suis Pascal Métivier, j'ai 56 ans. J'ai eu une vie professionnelle qui commence comme expert comptable commissaire aux comptes. Donc c'était pas du tout ma vocation a changé avec le temps, puisque très rapidement après mon service militaire, je me suis aperçu que l'expertise comptable et le commissariat aux comptes, même si ce sont des métiers passionnants, c'était pas pour moi.
Et donc j'ai très vite bifurqué vers ce qui me plaisait beaucoup plus pendant mes études, c'est-à-dire plus l'entrepreneuriat, en tout cas le business. Et en particulier pendant mes études, j'avais déjà senti des affinités pour tout ça, en particulier en créant une écurie de course automobile et en cherchant les financements pour la faire fonctionner et faire courir des voitures aux 24 heures du Mans. Et j'ai aussi créé un magazine économique quand j'étais étudiant. J'avais cette dualité en moi qui était d'un côté les études et l'expertise comptable, et de l'autre côté une attirance pour des choses qui étaient beaucoup plus business. Attends, mais qu'on comprenne bien, qu'est-ce qui t'attirait dans l'expertise comptable ? T'es plutôt matheux, t'es plutôt scientifique. Écoute, rien ne m'attirait en particulier. Tu disais que c'était une opportunité. Je trouvais que c'était un métier intéressant sur le papier, qui faisait sens. J'ai une affinité pour les chiffres, mais en fait, j'ai eu la chance finalement de m'apercevoir très vite que j'étais pas fait pour ça. Ouais, t'as à peine mis le pied dans une boîte que t'as... En fait, je suis rentré tout de suite après mon service militaire, je suis rentré dans un grand cabinet d'audit, d'ailleurs qui n'existe plus aujourd'hui, c'était l'un des très grands. Lequel ? Vas-y, nomme-le. Non, il commençait comme une partie de ton nom, par Arthur. Ouais. Au bout de 15 jours, j'ai dit non. C'était épidermique, je voulais pas faire ça. Et donc, je me suis retrouvé à devoir prendre une décision sur ce que j'allais faire de ma vie. Donc j'étais attiré par le business, mais il fallait trouver du travail. Là, t'as quel âge ? Globalement 25 ans quand tu reviens du service militaire, je crois, 24-25 ans, je ne me rappelle plus exactement, à une année près. Et donc, il fallait bien gagner ma vie, faire des choses. Et puis surtout, il fallait prouver à mon père que j'avais raison, qui me disait, tu vois, expert comptable, c'est un vrai métier, pourquoi t'arrêtes ça, toi ? Donc, à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, mais on cherchait du travail dans les annonces. On regardait les annonces. Alors, il y avait l'Express, qui était un magazine qui était truffé d'annonces. Et j'avoue que je ne savais pas trop quoi chercher, même si je savais que je voulais faire du business. Et puis, j'étais complètement attiré par une chose toute bête, c'est un logo sur une annonce qui a attiré mon attention. Je ne sais pas pourquoi, mais ce logo était très étrange. Il ressemblait au drapeau soviétique, sauf que ce n'était pas une faucille et un marteau. C'était une puce et une clé qui étaient croisées. Je me dis, tiens, ça m'a interloqué. J'ai donc répondu à cette annonce sans trop savoir... Mais cette annonce qui proposait de faire quoi ? Vendeur. Commercial. Et je me suis dit, il faut commencer par la base. Je vais apprendre à être vendeur. Et donc, je réponds sans plus de conviction que ça. Je suis juste attiré par la chose. Et puis, je suis contacté. On me demande de me rendre à un rendez-vous rue de Rivoli. Alors je me dis, tiens, c'est bizarre, pourquoi rue de Rivoli ? C'est très étrange. Et je me retrouve comme ça, rue de Rivoli, rentrant sous les arcades, dans un Porsche, et je vois marqué une société qui s'appelait Fontaine 1720. Donc ça, c'est la date de fondation de l'entreprise. De l'entreprise. Une très très vieille entreprise. Une très très vieille entreprise française. Donc je rentre sans trop savoir ce que je vais Mais là, tu découvres quand même ce qu'ils vendent. Ah bah, je savais, j'avais quand même vu qu'il y avait des clés. Hein, voilà, des clés. Mais en fait, je découvre quelque chose de complètement hallucinant, c'est le musée de la serrure. Je découvre j'apprends en tout cas que les serrures existent depuis plus de 5000 ans, puisqu'elles étaient du temps des Égyptiens et des Hébreux. Et je vois dans ce musée en fait toute l'histoire de 5000 ans de serrure, en passant par les choses les plus basiques du départ jusque de la serrurerie d'art, des choses absolument incroyables. Ouais. Et je suis éberlué par ce que je découvre et toute l'histoire. Je découvre pourquoi on appelait Louis XVI le roi serrurier, et entre autres par sa passion pour le fait de forger des serrures et de pouvoir potentiellement avoir un passe-partout qui ouvrait toutes les portes du palais de tu Versailles. découvres, tu me l'expliquais avant qu'on enregistre, que c'est un peu comme l'horlogerie, il y a une technicité, une finesse, une subtilité dans les mécanismes. Et à travers le temps, évidemment, les voleurs essaient de faire mieux, et les fabricants encore mieux, et donc il y a ce challenge permanent que j'ai trouvé fascinant, mélangé au côté artisanal de l'époque, mélangé à l'art, puisque énormément d'artistes français ont fait de la serrurerie d'art, ou en tout cas dessiné pour les serruriers d'art, et donc je suis complètement étonné, et je sors de mon expertise comptable pour arriver dans ce monde qui n'est pas du tout le mien, que je découvre et qui est tout à fait fascinant. Donc tu es embauché ? Alors non, c'est plus compliqué que ça. Je passe un entretien et on m'explique toute cette histoire.
Bon, j'écoute, et puis après on me dit, écoutez, maintenant je vais vous montrer le futur. Et donc on m'a fait descendre par un petit escalier, et là on m'a fait rentrer dans ce que j'appellerais quasiment une salle blanche. Un laboratoire. Ouais, où des ingénieurs travaillaient sur des systèmes électroniques, de contrôle d'accès, de sécurité, d'alarme. Et on est dans les années 90, donc tout ça, et donc on s'aperçoit très rapidement que finalement des Égyptiens jusqu'au début des années 80, finalement la serrure reste un système mécanique binaire avec une clé qui a des... Voilà, c'est à peu près toujours la même chose depuis 5000 ans, et que tout d'un coup le digital, alors on parlait pas de digital à l'époque, mais l'électronique, on parlait d'électronique, allait potentiellement révolutionner le monde. Et donc, je suis encore plus attiré par ce que je vois. Donc, je sors de cet entretien on me dit, on vous rappellera, on vous dira. Et moi, je sors complètement éberlué. C'est-à-dire, je viens de passer 5000 ans d'histoire et je vois 5000 ans de futur, en fait, d'un coup. Et je me dis, je veux faire ça. Et donc, j'attends pas qu'on me rappelle, je tanne mon interlocuteur, d'autant plus que, je précise, parmi ces ingénieurs qui travaillaient, c'était essentiellement des ingénieurs de l'école physique-chimie de Paris, qui étaient cornaqués par deux futurs prix Nobel, qui étaient Pierre-Gilles de Gennes et Georges Charpak. Donc tout ça, c'était juste une tonne d'excitation et de stimulation. Donc je finis par vraiment faire savoir à mon interlocuteur que je voulais le job, et il me dit, enfin bon, j'ai bien réfléchi, votre profil est intéressant, mais quand même, vous venez d'expertise comptable. Qu'est-ce que vous allez foutre là-dedans? Vous n'allez pas y arriver, quoi. Il m'a pas dit vous n'allez pas y arriver, il m'a dit pourquoi, mais vous êtes sûr que vous voulez faire ça? Bon. Et j'ai insisté, et il m'a dit ok, banco, mais on va faire un petit peu différemment que c'était prévu. Mais il venait me voir. Donc je suis retourné les voir, mais cette fois-ci dans les bureaux plus commerciaux qui étaient du côté de Clichy. Et on m'a dit, écoute, voilà le pari. Tu veux être vendeur, très bien. Tu n'auras aucun client. Voici un catalogue. Tu n'as aucune base client avec laquelle partir. Voici un catalogue. Le catalogue, c'était la taille d'un bottin. Je regarde dedans, il y avait des tonnes de produits de sirop. Je ne savais même pas ce que c'était. Et il me dit, voilà, le pari, c'est, tu prends ce catalogue, tu pars. Tu reviens quand tu as vendu. Tu reviendras, si tu reviens. C'est que tu as vendu. Reviens avec une commande, sinon ne reviens pas. D'accord. Et ça, c'est le plus grand service qu'on m'ait rendu. Cette personne était un ancien directeur commercial de chez Xerox, donc c'était un peu violent comme méthode de vente, mais me voilà pris au challenge. Mais par contre, sortant de là, avec un catalogue dans la main et ne sachant pas trop quoi faire. Donc, pour la petite histoire, je me rends dans la cabine téléphonique qui était juste en face des bureaux, puisque à l'époque, il y avait des cabines téléphoniques, et pour ceux qui s'en souviennent, dans les cabines, on trouvait des bottins. Et oui, ça existait. Et les pages jaunes du bottin, c'était utile. Donc, j'ai cherché le mot serrurier, tout simplement. J'étais dans Paris, et j'ai cherché. Et j'ai regardé, et je me suis aperçu de façon tout à fait étonnante qu'il y en avait plein dans une zone de Paris, qui était boulevard Richard Lenoir. Aucune idée pourquoi. Je le saurai après, parce que c'était historiquement dans Paris, là, que la confrérie ou la confrérie s'était installée, et qu'ils étaient tous mis là, et puis depuis le temps, ça avait perduré. Et donc, benoîtement, je prends mon métro, je me dis, je vais aller boulevard Richard Lenoir, et puis je rentre chez le premier serrurier qui est près de la bouche de métro, et je suis extrêmement mal reçu. Instantanément, j'ai à peine eu le temps de dire bonjour, je dis voilà, Société Fontaine, et je me fais quasiment foutre dehors, en me disant tu te fous de ma tête, et je comprends pas pourquoi. Et le type me monte la porte, dehors. Tu vas en rebelote. Bon, je lui dis, je fais deuxième, puis troisième, et à chaque fois, je me fais jeter, jusqu'à ce que le dernier dans lequel j'entre a eu l'amabilité de m'expliquer pourquoi, en me disant, mais enfin, ça n'a aucun sens, la Société Fontaine vend en direct, et précisément, ne passe pas par les serruriers. Bon, voilà, donc tout était dit, j'avais perdu mon temps, et là, je commençais à avoir un peu le sang qui chauffe, en me disant, ça va pas être si simple que ça, cette histoire. Et j'entendais dans le background, dans le fond de ma tête, mon père me dire, tu vois, je t'avais dit que le métier d'expert comptable, c'était le métier. Et donc, je m'installe, c'était en janvier, je me rappelle toujours, il faisait un froid de canard, et pourtant j'avais tellement chaud, je m'installe à la terrasse d'un café à l'extérieur, je commande des cafés, et puis là, je me dis, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Et sans côté mystique, ce que je vais rajouter, c'est tout d'un coup, je regarde un peu les yeux au ciel, ne sachant pas trop quoi faire, et puis je vois
je vois rien de mystique, mais je vois une grue. Je vois une grue, je crois 2 rues derrière qui tournoyait au-dessus des immeubles. Et je me dis, s'il y a une grue, c'est qu'ils construisent quelque chose. Et s'ils construisent quelque chose, il y a peut-être des serrures à vendre. Donc, sachant plus trop quoi faire. Donc je prends mon catalogue, mon courage à 2 mains, et puis je finis par retrouver cette grue, et il y avait un immeuble de construction, immeuble d'habitation en construction. Je rentre sur le chantier, de la boue partout, je vois des Algeco, donc ces cabanes de chantier, et je tape à la porte, ne sachant pas si elle est arrivée. Là-dessus sort un monsieur, vraiment l'archétype du chef de chantier, un gros type bien costaud, et qui me dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Et je dis c'est pour les serrures. Et là, incroyable, il m'arrache quasiment le catalogue des mains, et il me dit « Ça fait 3 semaines qu'on t'attend, assieds-toi là. » Et le type prend le catalogue, me dit note, alors je prends mon petit cahier, et il me dit j'ai besoin de 70 de ceci, 120 de cela, et il me dictait. Et il me dictait en fait le bon de commande à la main, et j'ai tout pris. Et puis il me dit et soyez à l'heure pour me livrer. Il prend le bon de commande, il met un coup de tampon, une signature, et merci, au revoir. Et donc j'ai dû rester peut-être un quart d'heure, 20 minutes, j'ai pas dit un mot, il a tout fait. Et je suis sorti de là encore plus éberlué qu'autre chose, avec une commande dans la main. J'y croyais franchement pas, hein, c'était tout à fait surprenant. Donc, pour faire une histoire courte, je suis retourné au siège de la société. On m'a reçu, le directeur commercial m'a reçu, il me dit alors t'abandonnes ? Je dis non, pas du tout. Et je lui sors la commande et il me regarde, mais c'est pas possible. Et bon, donc c'est comme ça que le début de l'histoire a commencé dans cette entreprise. Et t'as continué le coup des grues. Alors, l'histoire des grues a été finalement un peu un fait d'armes, puisque j'ai continué le coup des grues d'une manière tout à fait hétéroclite, puisque j'ai pris un gros sac de pièces de 1 franc à l'époque, et je suis monté au 3e étage de la Tour Eiffel pour pouvoir accéder aux longues vues dans lesquelles on mettait des pièces de 1 franc pour voir Paris. Et comme la Tour Eiffel est dotée, à côté de ces longues vues, de plans qui permettent de savoir dans quel quartier de Paris on est, j'ai repéré ainsi toutes les grues qui étaient en construction dans Paris, que j'ai bien notées, et je suis allé méthodiquement, une après l'autre, refaire une approche directe en proposant les services Et c'est comme ça que j'ai développé un nouveau volant de business qui consistait finalement un peu pirater ce qui avait été prévu au cahier des charges en proposant une approche directe dans des conditions qui étaient tout à fait intéressantes. Donc ça c'était la méthode des grues. La méthode des grues, et je te remercie pour la capacité que tu as à raconter cette histoire qui nous embarque immédiatement dans ton aventure, parce que c'est finalement l'introduction à la suite de ta carrière. Après cette aventure, d'ailleurs, tu restes combien d'années dans cette entreprise ? Je reste à peu près 3 ans. Après, pour accélérer un petit peu et arriver jusqu'à Secure Clé, est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton parcours d'entrepreneur qui continue en tant que salarié, qui petit à petit va se transformer en entrepreneur? Alors, effectivement, c'est une espèce de mutation avec le temps, et cette mutation se fait aussi beaucoup en partant vivre dans des tas d'endroits dans le monde, en fait. Et de façon très étrange, ce métier des systèmes de sécurité, des serrures et des clés m'a fait voyager dans des endroits que je n'avais absolument pas prévus, puisque après ces 3 ans d'entreprise, j'ai été contacté par un très grand groupe italien de systèmes de sécurité qui souhaitait, et de serrures d'ailleurs, qui souhaitait développer une division électronique, et qui donc m'a proposé d'en prendre la responsabilité, tout en me disant avec un peu de réticence, mais qu'il y avait une condition sine qua non, c'était d'accepter d'aller vivre en Italie. Ce que j'ai trouvé comme une opportunité absolument incroyable, même si je parlais pas un mot d'italien à l'époque, j'ai trouvé ça tout à fait sympathique d'aller vivre en Italie. J'y ai d'ailleurs passé 3 années fantastiques. Et puis, cette société italienne m'a ensuite demandé d'aller ouvrir l'Asie, et donc m'installant ainsi à Singapour, et de Singapour me demandant d'aller ensuite développer les États-Unis. Et c'est comme ça que j'ai atterri un jour à Chicago, ville que je connaissais en tant que presque étudiant, puisque j'avais plusieurs étés été vendre des pizzas et fabriquer des pizzas dans une pizzeria pour apprendre l'anglais à Chicago. Donc je me retrouvais un peu par hasard à Chicago.
Et puis donc ça c'était aussi une autre aventure absolument incroyable de système de sécurité donc aux États-Unis. Et puis de fil en aiguille, j'ai été recruté par un grand groupe américain qui m'a donc proposé de prendre la direction d'une entreprise à Atlanta, toujours dans les systèmes de sécurité. Entreprise qui a été ensuite rachetée elle-même, absorbée par un autre plus grand groupe qui est le leader mondial du secteur, qui s'appelle Assa Abloy, qui est un groupe coté à la bourse de Stockholm, que j'ai rejoint par cette acquisition et qui m'a fait d'abord travailler en fusion et acquisition pour eux aux États-Unis. Après un petit passage. Toujours à Chicago? Non, là j'étais à Atlanta. J'ai fait aussi un passage à Wharton, à l'Université de Pennsylvanie, pour me remettre à l'ordre du jour en matière de fusion et acquisition. Donc, ça m'a permis de développer cette practice là-bas. Et puis, on m'a proposé un jour de prendre la présidence de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique pour toute la partie électronique, système. Donc là, on est dans des systèmes de sécurité, mais ça veut dire d'ouverture de porte, on est toujours là-dessus. C'est très très large. On va des systèmes de contrôle d'accès les plus sophistiqués aux puces RFID qui permettent de tracer, aux systèmes bancaires, militaires, et en même temps, cette société, le groupe Assa Abloy, est le leader mondial des serrures et des clés. Donc on a vraiment un spectrum de services de sécurité très très large. C'est un actionnariat assez commun avec Securitas d'ailleurs, qui fait plutôt les gardes, et Assa Abloy fait plutôt les systèmes de sécurité. Et donc me voilà rentré en Europe. L'Europe étant le premier marché pour l'entreprise? Oui, même si les États-Unis sont aussi un très très gros marché, mais l'Europe est historiquement son marché d'origine. Et donc me voilà dans le groupe, m'occupant donc de l'Europe, du Moyen-Orient. Et puis, j'arrive à 40 ans, et je m'étais un petit peu trouvé toutes les excuses du monde, pour rien te cacher, pour ne pas devenir l'entrepreneur que j'avais envie d'être. J'avais tout le temps des idées que je voulais, mais je me trouvais, c'est pas le moment, c'est pas ci, c'est pas ça. Et à un moment, je me suis dit... Tu étais confortablement installé dans ta carrière. J'étais très confortablement installé, j'avais une rémunération qui était super intéressante, des tas d'avantages, et un métier qui était tout à fait intéressant. Mais en moi, il y avait cette idée de dire, finalement, tant que tu ne seras pas confronté à la page blanche et à créer quelque chose de toi-même de zéro, tu risques de le regretter, en fait. C'était surtout ça. Et ce sentiment a pris de plus en plus d'importance quand j'ai eu 40 ans. Et je me suis dit, finalement, il y a un moment de vérité, et il faut faire face à ce choix. Et si tu as envie de le faire, il faut le faire parce que tu n'as pas envie de le regretter. Donc j'ai quitté mes fonctions, avec une idée en tête qui était la digitalisation encore plus extrême de ce métier. Et j'ai créé donc ma première start-up, qui avait inventé en fait une plateforme mondiale qui permettait de délivrer sur un téléphone mobile, et je ne dis pas smartphone, puisqu'à l'époque, on est en 2009, les smartphones faisaient à peine 10% du marché. Ouais. Donc délivrer sur un téléphone mobile un droit d'accès pour pouvoir ouvrir quelque chose avec son téléphone. Et donc l'idée était de dématérialiser ce droit d'accès et de pouvoir l'envoyer de façon sécurisée sur un objet que tout le monde avait dans sa poche, un téléphone. Alors plus précisément, on avait jeté notre dévolu sur un marché vertical parce qu'on devait se concentrer sur quelque chose pour démarrer, qui était celui des grandes chaînes d'hôtels internationales, avec une proposition de valeur qui était de dire, plutôt que de faire attendre les gens à la réception des hôtels pour aller récupérer une vulgaire carte en plastique et faire la queue, est-ce qu'il ne serait pas plus simple de leur envoyer leurs clés sur leur téléphone, qu'ils aillent tranquillement ouvrir leur porte et finalement venir faire ce qu'ils avaient à faire dans un hôtel, c'est-à-dire se reposer, profiter de leur chambre, etc. Donc le pari était un peu fou, j'étais convaincu que c'était réalisable, et rapidement je me suis associé avec un patron de la R&D que je connaissais très bien, qui connaissait le métier également, et puis on est allé voir en France le leader français de l'hôtellerie. D'accord. Qui, après 3 mois de bataille pour avoir un rendez-vous, nous a donné audience. Et puis on a vécu un moment un peu ubuesque, où finalement, j'exagère à peine, hein, on a eu 45 minutes d'explication sur ce pourquoi notre idée ne marcherait jamais.
et que de toute façon, c'était pas très grave, puisque un grand groupe comme ça ne pourrait jamais travailler avec une start-up pour X raisons juridiques, économiques, etc. Il faut se rappeler que 2009, l'écosystème de coopération entre les start-up et les grands groupes est inexistant, totalement inexistant. Et donc, ils m'ont rendu le plus grand service au monde, puisque finalement, je suis sorti de là en me disant, c'est aux États-Unis qu'on verra la vérité, c'est-à-dire soit ça passe, soit on arrête. Et donc, je suis parti aux États-Unis, et j'ai eu la chance finalement, en 2-3 semaines, de rencontrer à peu près tous les grands groupes hôteliers. Et c'est eux qui t'ont donné la chance, en fait. Ils ont accepté plus facilement de travailler avec une petite entreprise, une start-up française qui était à peine naissante. Bah, disons que c'est l'état d'esprit qui est différent. C'est l'état d'esprit qui était différent, parce que moi je me rappelle, je synthétise, mais ils m'ont tous dit, ça a l'air hyper intéressant, on comprend pas très bien les implications que ça va avoir pour nous, mais on a envie d'essayer. Ok, voilà. Donc vous t'essayez. Alors, et ils me disent, voilà, qu'est-ce que ça prendrait pour faire 2 hôtels pour ma marque? Et donc, je dis $50,000. Sans trop savoir, hein. je dis $50,000, et c'est comme ça qu'on ressort avec un contrat avec Holiday Inn pour 2 hôtels, un contrat avec Intercontinental pour 2 hôtels, et un contrat avec Hilton pour 2 hôtels, et $150,000 en poche. Donc là, tu développes le truc. Donc là, je me retrouve face à une autre réalité, c'est-à-dire que maintenant, il faut le faire. Il faut délivrer. Il faut le fabriquer. Et donc, on accélère, on développe, etc. Je me vois encore installer le premier hôtel Holiday Inn à Houston, au Texas. Et le pari, c'était, il faut installer ça, il faut prendre les serrures existantes, leur rajouter cette fonctionnalité qui allait pouvoir communiquer avec le téléphone. Et puis, il est hors de question de fermer l'hôtel. Donc, il faut faire ça en opération, sur toutes les chambres de l'hôtel. Et puis, il faut que ça marche. Alors, évidemment, quand on a eu tout installé, ça ne marchait pas. Bon, t'as fini par faire en sorte de le faire fonctionner, voire même très bien. Et une fois que les 6 hôtels avaient été faits, utilisés, etc., eh bien, toutes ces chaînes m'ont dit, mais c'est fantastique, ça correspond exactement à ce que nos clients attendent, c'est-à-dire, on veut pouvoir offrir aux clients d'aller soit à la réception s'ils en ont envie, et ceux qui n'ont pas envie, d'aller faire autre chose. Et puis on veut surtout libérer du temps de qualité au personnel pour plutôt accueillir les clients, plutôt d'être derrière un ordinateur à taper des trucs, ce qui n'est pas le truc le plus sympa, ni pour le client, ni pour les employés. Et donc on a été pris à notre propre succès, parce que finalement ils nous ont dit, bon bah ok, très bien, il faut déployer mondialement. Donc maintenant, passage à l'échelle. À la méga échelle, parce que c'était même pas juste les États-Unis, c'était, il faut déployer mondialement. Et là, on n'avait ni les ressources, ni les moyens, ni le staff, ni rien pour le faire. Donc, me voilà parti à la recherche de partenaires industriels du secteur des sociétés qui offraient des services de technologie aux grandes chaînes d'hôtels. Et puis, pour faire court, je rencontre par hasard à Singapour le CTO d'une entreprise qui s'appelait NTT Docomo, le premier opérateur télécom en Asie, japonais. De l'idée de coopérer, ils finissent par me dire, écoute, t'as atteint un plafond de verre, maintenant t'as vraiment besoin de ressources beaucoup plus importantes pour développer. On a aussi compris ta stratégie qui était de commencer par les hôtels, mais que ta vraie stratégie c'était d'aller développer une solution pour le résidentiel, pour les gens chez eux. On te propose de racheter ton activité et de te financer finalement le 2e étage de la fusée. Donc, je suis tombé sur une entreprise japonaise étonnante, où j'avoue que à chaque rendez-vous, je n'ai rien compris. À chaque fois que je pensais que c'était bien passé, bah non. Et à chaque fois que je pensais que ça s'était mal passé, ça s'était bien passé. Mais enfin, in fine, on a fait ce deal. Et ils m'ont fait un cadeau fantastique, puisqu'ils m'ont permis de garder la propriété intellectuelle de ce qu'on avait inventé, les brevets, à condition qu'on ne l'utilise plus dans le secteur de l'hôtellerie. Et donc, ils m'ont financé, en rachetant cette première étape, la 2e start-up que nous avons créée, donc, qui s'appelle Okidokis, et qui allait créer des robots connectés, des petits robots connectés qui allaient s'installer du côté intérieur de la porte de chez soi, pour transformer une porte, une serrure 3 points, 5 points, 10 points, en une serrure connectée, pour, in fine, permettre aux gens qui louent leurs biens sur Airbnb, Abritel, HomeAway, etc., de s'affranchir, de remettre les clés, de les récupérer après chaque location.
et donc de faciliter. On a interfacé nos systèmes avec les grandes entreprises américaines. Et là encore, comme pour la première start-up, tout était développé en France, et c'est aux États-Unis qu'on a démarré, c'est une solution cette fois-ci grand public et retail. Et donc nous sommes rentrés très rapidement dans plus de 4500, 4600 même points de vente aux États-Unis, en électronique grand public avec Best Buy, et dans le do-it-yourself, le bricolage, avec entre autres Lowe's et Home Depot. Et donc on s'est retrouvé dans un moment d'accélération absolument phénoménal, où il fallait lever des fonds, parce qu'on avait besoin de cash pour pouvoir financer les stocks, rentrer en magasin, enfin toute la PLV qui va avec, etc. Pas énormément de digital à l'époque, c'était vraiment très très retail. Là on est en quelle année à peu près ? On est en 2012 non, en 2014. 13-14, je me rappelle plus exactement. Ouais, non, mais lors de, c'est à peu près à cette époque-là. Donc on a besoin de lever des fonds de façon tout à fait significative, et on part à la recherche de fonds, ce qu'on trouve, et d'ailleurs à Londres, de façon étonnante, avec un fonds d'investissement anglais, qui était prêt à mettre un montant tout à fait significatif dans l'entreprise. On a signé un protocole d'accord. Et puis là, catastrophe, je découvre que j'ai un cancer. Et tout change. Ça te tombe dessus, évidemment, c'est jamais prévu, tout est chamboulé. Je suis dans l'obligation de discloser, alors qu'on est dans les négociations juridiques avec le fonds. Je suis obligé de discloser que je suis malade, et évidemment tout est remis en cause. En plus, je ne peux pas obtenir d'assurance sur ma tête parce que je suis malade. Bon, tout devient très compliqué, et puis moi, je suis quand même dans un moment où il faut que je sauve ma peau. D'autant plus qu'on m'annonce que les choses sont assez mal engagées, et d'ailleurs je suis à un point où seule l'acceptation d'un traitement expérimental peut me donner quelques espoirs, quelques petits pourcentages de survie, même si je crois que j'étais le patient numéro 8 du programme, tout à fait expérimental. Donc je prends une décision qui est de dire il faut d'abord que je sauve ma peau et que je sauve la boîte. Donc j'accepte le traitement expérimental, et puis encore une fois, pour synthétiser l'histoire, je sais que je ne vais pas pouvoir continuer à mener la boîte comme il se doit, qu'en plus on n'a pas le cash pour continuer à supporter l'accélération. Donc je fais appel à deux de mes clients européens, en leur disant voilà ce qui se passe, on allait lancer avec vous, je préfère être transparent avec vous, et j'ai besoin de faire quelque chose. Et finalement, c'est avec un groupe français de taille européenne, Somfy, que je remercie 1000 fois pour sa bienveillance et d'avoir compris la situation et d'avoir trouvé un deal intelligent qui m'a permis d'aller me soigner, de leur transférer, de leur céder l'activité, tout en me disant quand tu iras mieux, tu viendras nous aider à faire la transition et accompagner. Donc ils ont été super chics, ils ont été super, vraiment. Et donc j'ai pu m'occuper de moi, de sauver ma peau. On m'avait pas dit que derrière tout ça, derrière toute la chirurgie que j'ai dû avoir, il y avait des mois et des mois et des mois de chimiothérapie violente qui allaient suivre. Bon, mais je me suis juré sur mon lit d'hôpital en réanimation, alors j'avais des tubes de partout, que j'allais survivre, et 2, j'allais recréer une boîte. Et en fait, j'ai occupé mon esprit en permanence à me demander qu'est-ce que j'allais faire après. Alors, ça a été une façon de rester actif dans ma tête, rester actif, focus, et occupé, et ne pas penser à la maladie. Et justement, je me suis jamais considéré comme malade. Je n'étais pas dans le déni, mais je me dis, t'es pas malade. Tu as un challenge, tu vas t'occuper de la suite. Et ça m'a énormément aidé. Ça m'a énormément aidé à tenir. Et puis donc, une fois guéri, dès que j'ai pu, j'ai repris mon bâton de pèlerin, j'ai donc créé SecureClay. Alors on va y revenir. Voilà. On va y revenir. Encore une fois, merci pour cette histoire, ce conte, cette façon de comprendre en fait une partie fondamentale de ta vie, de ton parcours professionnel, qui va expliquer, on va le voir après, le développement de SecureClay.
Et pourquoi et comment tu y es arrivé? Tu vas nous raconter aussi le passage dans l'émission qui veut être mon associé. Avant ça, on va prendre un peu de hauteur, on va sortir de l'entrepreneuriat pour parler justement du marché. En fait, on le connaît sans le connaître, ce marché. C'est-à-dire que tout le monde a une clé. Je pense que tout le monde a été amené à refaire faire une clé. Donc, on sait, on cherche un cordonnier, parce que c'est souvent chez les cordonniers qu'on peut faire refaire une clé. On a tous été confrontés soit à une perte de clé avec un numéro et on ne sait plus où on a mis le numéro pour les clés un peu compliquées. On a tous eu la porte qui a claqué avec la clé à l'intérieur. Et puis, pour un certain nombre d'entre nous, j'en fais pas malheureusement partie, on a été cambriolés, donc il y a des notions de sécurité qui sont connues de tout le monde par son expérience personnelle. Mais qu'est-ce que c'est que ce marché? Comment il fonctionne? Quels sont finalement les grands mouvements en cours qui le structurent ou le déstructurent? Alors, tu as raison, on a plutôt des clés, plutôt qu'une clé. Et d'ailleurs, on parle aujourd'hui d'objets ouvrants, puisque les clés ont muté. Alors, il y a toujours les clés en métal, il y en a plein, il y en a des tonnes, mais il y a des badges d'entrée d'immeubles, il y a des télécommandes de parking, il y a des clés de voiture, enfin voilà, des cartes de voiture, etc. Donc, ces objets ouvrants, eh bien, on parlait des Égyptiens tout à l'heure, je serais presque à parier que la première serrure qui est apparue, elle a créé tout de suite une jalousie, c'est que celui qui avait la clé, il y avait quelqu'un qui en voulait une autre aussi. Donc il a fallu faire un double, et c'est ainsi que le métier de serrurier, / cordonnier, on va dire, a dû se développer à travers les âges et à travers les temps, pour, depuis plusieurs siècles, en tout cas dans le monde européen, être un peu la distribution historique. C'est là qu'on va faire ces clés, ces badges. Et alors, c'est un marché qui est beaucoup plus profond qu'on le pense, puisque je crois qu'en 2022 ou 2023, il y a eu 33 millions de clés reproduites pour la France. À l'échelle européenne, c'est près de 270 millions, donc il y a des clés qui sont refaites en permanence. Tout le monde a tendance à pas trouver l'expérience particulièrement intéressante. D'ailleurs, souvent, les gens évoquent la corvée qu'on repousse de week-end en week-end, parce qu'il n'y a pas de plaisir particulier à refaire des clés. Encore moins de plaisir dans des échoppes qui sont souvent un peu vieillissantes, où bon, il n'y a pas de plaisir d'achat, quoi. C'est pas particulièrement excitant. Et puis de plus en plus, on ne trouve pas chaussure à son pied, puisque le serrurier a à peu près 300 modèles de clés, alors qu'il en existe 15 000. Donc sur le mur de clés qui est derrière lui, c'est 300 sur 15 000, la chance qu'il ait la bonne au bon moment. Et donc bien souvent il vous dit celle-là je l'ai pas, va falloir la commander, et puis il va falloir revenir, etc., etc., etc. Donc ça c'est le premier facteur. Beaucoup de clés reproduites chaque année, et alors, paradoxalement un marché en croissance systémique depuis des années. Pour des raisons très simples. Plus il y a de gens, plus il y a de clés. Ça c'est la première. Oui, c'est-à-dire qu'en fait c'est intéressant ce que tu dis, c'est que finalement la reproduction de clés n'est pas liée à la construction de logements. Non, disons... Pour reprendre finalement ton histoire du début. Non, pourquoi on fait reproduire des clés? Je peux les avoir perdues, j'ai besoin d'un double. Bon, arrive. Mais de façon plus flagrante, c'est le style de vie moderne. J'ai une nounou, j'ai une femme de ménage, j'ai mon voisin qui va peut-être pas venir arroser mes plantes cet été, j'ai Junior qui rentre en 6e, ce qui est l'âge à peu près à laquelle on responsabilise et on donne la première clé. Donc, voilà, les familles recomposées aussi créent des besoins de double de clés. Donc en fait, on a tous, à un moment ou à un autre, besoin d'un double pour X raisons. Et généralement, on a tendance un peu à repousser le truc et en avoir besoin dans l'urgence. Et donc, on cherche différents endroits. Et puis on s'aperçoit que la nouvelle construction équipe depuis plus de 25 ans maintenant les nouveaux appartements et les nouvelles maisons avec des clés de haute sécurité qui, elles, nécessitent d'avoir une carte de sécurité. Et ces clés de haute sécurité ne peuvent être reproduites qu'à par l'usine du fabricant, donc on ne peut pas les faire dans la rue. Donc bien souvent, quand on va refaire une clé, on ne trouve pas ce dont on a besoin et on galère un petit peu à tourner en rond pour le faire faire. Donc ça, c'est un peu le point commun, je crois, à tous les entrepreneurs, c'est qu'on voit un problème, on voit ce qu'on appelle un pain, et on se dit, est-ce qu'il y a un moyen intelligent de le résoudre ? Mais est-ce qu'il y a un business model ? On va y revenir là-dessus. Moi, ce que je voudrais, c'est comprendre l'offre et la demande. Là, on vient en fait
d'exprimer assez bien comment fonctionne la demande, comment elle est structurée et pourquoi elle est en croissance. Enfin, sur le pourquoi elle est en croissance, je lis à travers tes mots qu'il y a un besoin de sécurité supplémentaire. Et il y a une recomposition de la société. Disons qu'il y a un besoin de donner des droits d'accès à plus de gens qu'avant. C'est ça. Donc, alors, la sécurité vient par-dessus. C'est la couche qui vient par-dessus. Et le paradoxe de ce marché, c'est que si d'un côté, on a vu que c'est un marché qui croît en volume de façon presque mécanique, simplement plus de gens, plus de clés, on est dans un paradoxe de marché où la distribution historique est totalement déclinante. C'est-à-dire que les serruriers cordonniers, il y en avait à peu près 10 000 il y a 10 ans en France, et il y en a moins de 3 500 aujourd'hui. Ils disparaissent tous. Et c'est pareil en Europe. Mais alors comment on explique ça? Puisque s'il y a une demande, ça veut dire que ceux qui restent ont un volume d'affaires énorme. Alors il y a un besoin qui est rémanent, qui croît, et en même temps, ces professions souffrent de maux multiples, qui ne sont pas de leur fait. Le premier, c'est que c'est un métier qui n'attire pas les jeunes. C'est pas un métier super sexy. Les magasins c'est pas là qu'on rêve de faire sa carrière. Première chose. D'ailleurs, il n'y a plus de formation, ou très très peu, au métier de la serrurerie et de la cordonnerie en France. C'est quasiment inexistant. Deuxième raison, c'est que les deux sources de revenus principales de ces métiers, qui étaient l'intervention sur les serrures cassées, en panne ou cambriolées, a fondu comme neige au soleil à cause des services de SOS dépannage. Vous êtes sollicité en permanence avec des cartes postales dans votre boîte aux lettres ou des autocollants partout, qui sont d'ailleurs pas les services les plus sérieux au monde, hein, pour être poli, voire même des fois, hein, ce sont des escroqueries. Donc se sont fait piquer une grosse partie de ce marché, et puis se sont fait également piquer par des services en ligne, comme mesdépanneurs.com ou équivalent, qui proposent des services de serrurerie en ligne, des prix maîtrisés, contrôlés, etc. Donc ils ont perdu énormément de ces revenus. Donc première chute. Deuxième chute, qui est plutôt sociétale, on faisait réparer des chaussures d'antan. Aujourd'hui, on en achète et on les jette. On fait quasiment plus réparer nos chaussures. Ce qui est triste, mais une vraie réalité. Donc la partie extrêmement lucrative de leur business, qui était la cordonnerie, a chuté également de façon phénoménale. Donc on s'est retrouvé face à des entrepreneurs qui avaient des échoppes et des magasins, donc des fonds de commerce, où le chiffre d'affaires baissait de façon drastique. Personne pour les reprendre. Et puis une pyramide des âges qui fait que l'âge moyen est plutôt entre 55 et 65 ans. Et finalement, une disparition étape par étape de ces services à travers les villes et villages de France, où, dans les villages de France, il y a de moins en moins de services, mais d'une manière générale, le nombre de serruriers cordonniers a juste disparu. Oui, donc c'est pas engageant pour l'avenir, parce qu'on va se retrouver confronté au problème de trouver un serrurier quand on aura besoin de faire refaire sa serrure. Il y a les serrures, il y a les serruriers qui viennent poser les serrures, il y a les serruriers cordonniers qui font les clés. Mais les clés, et donc les serrures, elles sont fabriquées où? Par qui? Alors, pour remonter, tu vois, là on vient de parler de la distribution, mais elle s'est bien fabriquée quelque part. Bien sûr, il y a de très très grandes usines, de très grandes marques, d'ailleurs, qui sont souvent historiques, comme la société Fontaine de mes débuts, mais vous prenez des marques comme Fichet, Vachette, Bricard, sont des marques qui ont plusieurs centaines d'années d'existence, qui ont des outils industriels incroyables, et des usines à travers l'Europe, voire le monde, et qui fabriquent des serrures, des clés, des systèmes de sécurité de tout type, de tout poil. Donc ça continue à venir alimenter aussi bien le marché de la nouvelle construction que le marché de la rénovation, et ils fabriquent à tout va. Mais le petit commerçant de quartier qui refaisait les clés, finalement, lui disparaît dans ce mécanisme pour les raisons qu'on a évoquées. Et c'est donc ce paradoxe qui a fait que des nouveaux entrants sont arrivés sur le marché. Et si vous allez au supermarché, il n'est pas peu commun maintenant de trouver un meuble un peu orphelin, avec une machine à clés, puis une espèce de vitrine où il y a une centaine de modèles de clés sous cloche, sous verre. Et puis il faut aller à la réception de l'Intermarché ou du Carrefour en disant bah tiens, qui s'occupe des clés, puis on va vous trouver la personne qui a été formée pour le faire. Et puis
Il n'y a qu'une centaine de modèles proposés, donc si vous avez le modèle très commun, vous allez trouver votre solution. Si vous avez des modèles plus sophistiqués, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en avait plus de 15 000. Que je comprenne ce que tu dis, c'est une machine, tu mets ta clé modèle et puis la clé neuve. Non, c'est une machine qui est là comme celle qu'il y a chez le serrurier, qui attend qu'un opérateur vienne te servir. C'est juste un meuble et donc il faut trouver la personne qui va te la faire et qui va te la faire dans le supermarché. D'accord. Voilà. Et donc ça répond à une toute petite partie du besoin. Donc il y a ces nouveaux entrants qui sont venus pallier l'absence dans des villages, des villes, de serruriers. Et puis de l'autre côté du spectrum, on a des services en ligne qui sont apparus. Il y a 4, 5, 6 sites internet où on peut commander des clés de haute sécurité en ligne. Alors le paradoxe, c'est que les clés de haute sécurité, c'est à peu près 200 modèles, hein. On parle de 15 000 en tout, 200 modèles de clés de haute sécurité, ce sont les plus faciles à reproduire, parce qu'elles ne nécessitent aucune technicité. Il faut simplement avoir la fameuse carte de sécurité qui comprend le code, qui va permettre ensuite de le transmettre à l'usine qui va fabriquer. Ces sites, il y en a plein, alors ils ont tous une caractéristique, c'est que finalement, ils laissent la difficulté au client d'identifier quelle est sa clé. Et c'est pas simple en fait, parce que les clés se ressemblent beaucoup, et puis d'un même modèle, il y a plein de variantes, il y a plein d'histoires compliquées, que le client ne connaissait pas quand il allait chez le serrurier. Quand on va chez un serrurier, on tend sa clé au professionnel, qui lui sait exactement ce qu'il a à faire, parce qu'il a des années d'expérience pour le faire. Et donc là, aller sur internet, trouver la bonne clé, les gens ont souvent beaucoup de doutes, sont obligés de téléphoner, vérifier, enfin c'est compliqué, et puis bien souvent, ils ont perdu la carte. Donc c'est encore plus compliqué, ça crée encore plus de complexité. Voilà. Donc voilà un petit peu comment le marché est constitué. Je vais revenir quand même sur le coût de la fabrication, parce que je sais, j'ai ma petite idée, parce que après quand tu vas me parler de ces cuirs clés, je sais que ça va faire le lien. Les clés, elles sont fabriquées en France, il y a des usines en France. Il y a beaucoup d'usines en France, il y a des usines à travers l'Europe, il y a des usines aux États-Unis, des usines ailleurs dans le monde. Mais en France, un consommateur français qui a une clé dans sa main, elle a de bonnes chances de venir de France ou d'Europe. Oui, dans 80% des cas, au moins, c'est une production locale, voire européenne, mais il y a encore beaucoup d'usines de clés en France. Et, ok, on peut faire juste un petit aparté sur les clés de voiture. On change beaucoup moins de clés de voiture. Mais a priori, on ne va pas refaire une clé de voiture pour son fils qui vient d'obtenir son permis de conduire. On a 2 clés de voiture, parfois 3. Quand est-ce qu'on refait des clés de voiture ? Alors, les clés de voiture, c'est un marché tout à fait intéressant parce que alors, il y a beaucoup moins de reproduction de clés de voiture. Sur les 33 millions de clés reproduites à peu près en 2023, 2 millions étaient les clés de voiture. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce marché de 33 millions de clés représente à peu près un marché d'1 milliard d'euros, dont les 2 millions de clés de voiture représentent 500 millions. Ok, avec 2 millions, on fait la moitié. Voilà, exactement, parce que les clés de voiture valent très cher. Et puis une clé de voiture, c'est 3 clés, en réalité. Il y a une partie métallique de secours qui est toujours là, elle est importante. Il y a ensuite ce qu'on appelle un transpondeur, qui va être l'intelligence qui va permettre à la clé et au système de démarrage de se coupler pour dire ok c'est bon ou pas pour démarrer. Et puis ensuite il y a un émetteur radio qui est la télécommande qui permet d'ouvrir. Donc en fait c'est déjà trois objets en un. Donc déjà c'est plus cher par nature. Ce qui est paradoxal avec les clés de voiture, c'est qu'en fait les Français, et je pense que les gens en général, ont 2 attitudes face à la perte de clés de voiture. On a un marché français qui est d'environ 40 millions de véhicules, dont plus de 55% ont 10 ans. À peu près une dizaine d'années. Et plus un véhicule dure, plus il y a de chances d'avoir perdu au moins une clé au cours de la vie de ce véhicule. Et l'attitude face à la perte de clé, c'est soit je trouve ça insupportable de dire qu'il n'y en a plus qu'une, et donc je fais tout très vite pour essayer de refaire mon double. Et donc, comme un aimant, je dirais, je vais naturellement chez le concessionnaire de la marque, et là je découvre que c'est très compliqué, c'est très cher et c'est très long comme parcours client. Et donc certains se disent quand une clé de voiture ça vaut 350 € en moyenne, soit non, c'est trop cher et je vais apprendre à vivre avec une seule clé en ayant la peur de ne pas perdre la dernière,
Puis d'autres refont la clé de voiture. C'est comme ça que 2 millions de clés sont reproduites par an. Et de toute façon, on s'est un petit peu toujours rattrapé par la patrouille, puisqu'au moment où on va céder sa voiture, on va la vendre, ou la rendre à son leaser, ou... on attend toujours 2 clés. Il faut toujours rendre avec 2 clés. Donc d'une manière ou d'une autre, il va falloir à un moment y passer, s'il manque une clé. Voilà. Donc ça, c'est la première raison. Ensuite, il y a des raisons qui font que les clés de voiture se perdent plus. Alors c'est amusant, les hommes perdent beaucoup plus de clés de voiture que les femmes, pour une raison très bête. Et d'ailleurs, il y a une saisonnalité à la perte de clés de voiture qui est l'été. Il n'y a pas de poche, ou moins de poche. Alors c'est ça, c'est que les maillots de bain des femmes n'ont pas de poche, les maillots de bain des hommes ont des poches, et on a la très mauvaise habitude d'aller nager avec notre clé électronique de voiture, ce qui n'aide pas beaucoup à faire survivre la clé, qui ne marche plus généralement après une bonne baignade. Donc les hommes perdent plus de clés de voiture que les femmes. Mais en tout cas, c'est un marché tout à fait intéressant parce que non seulement il y a cette réaction normale qui est d'aller chez le concessionnaire, et un parcours client qui est très compliqué. On m'invite à me présenter dans la concession, je présente ma carte grise, le concessionnaire va me dire qu'il va falloir maintenant commander cette clé au constructeur, qui va lui la commander à un équipementier, et c'est ainsi qu'entre 1 et 3 semaines, des fois même 4 semaines, il va falloir 4 semaines de temps pour recevoir cette clé en concession. Ensuite, il va falloir prendre... Et c'est un parcours du combattant qui est pas simple. Et qui coûte très cher. Et donc les gens... globalement, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ce marché ne propose pas réellement un parcours client, un parcours d'achat fluide, sympathique. Et c'est aussi parce que c'est un achat obligé. On n'est pas dans un achat plaisir, on est dans un achat obligé. Ouais. Et c'est là où toi, tu vas arriver avec ta proposition de valeur sur Secure Clé. C'est ça, donc Secure Clé, le point de départ, c'est de se dire, il y a un marché déclinant d'un côté en matière de distribution, un marché croissant de l'autre en matière de besoin et de volume, il y a des nouveaux entrants, mais à mon sentiment, qui n'offrent pas la solution parfaite, en tout cas. Et donc, notre choix, c'était de dire, bon, il faut ramener ce service dans les mains de tous les Français, en quelque sorte, ou de tous les Européens, potentiellement, de façon ultra simple, en utilisant l'outil qu'ils utilisent le plus, c'est leur téléphone mobile. Le mobile commerce est quelque chose qui est extrêmement croissant. Je repousse de week-end en week-end, donc il faut pouvoir faire ça à n'importe quel moment, quand on veut, depuis le confort de son canapé, en quelque sorte. Et donc, naît l'idée de Secure Clé, avec cette promesse qui est de dire on va pouvoir reproduire ces doubles de clés, ces badges d'entrée d'immeuble, ces télécommandes de parking et, depuis juin, les clés électroniques de voiture, à partir de la chose la plus simple au monde à faire avec un téléphone, à part téléphoner, c'est de prendre une simple photo de cette clé. Ça, c'est la promesse de Secure Clé, c'est de pouvoir trouver près de 15 000 modèles de clés sans avoir la complexité de savoir laquelle c'est. C'est finalement de singer ce que faisait le professionnel dans son échoppe à qui je tendais ma clé et lui savait quelle était la bonne clé. Donc en prenant une simple photo avec son smartphone, notre intelligence artificielle va être capable dans un premier temps de comprendre quelle est cette clé parmi 15 000 modèles. Pour faire une image, c'est un petit peu comme pour la musique. Shazam fait ça pour la musique. Je sais découvrir quelle est la chanson. Eh bien, nous, on est capable de découvrir quel est ce modèle de clé. C'est un très bon comparatif pour comprendre comment ça fonctionne. Effectivement, 15 000. Ça veut dire qu'avec ton app, donc moi, en tant que consommateur, je la télécharge. Je l'ai vu fonctionner. On te demande de suivre un gabarit pour prendre en photo la clé qu'il y a à reproduire. On va partir sur l'exemple d'une clé simple. Après, on va aller sur les autres, sur les deux faces. Ton intelligence artificielle la récupère, l'analyse avec l'IA justement, et te dit c'est le modèle, et te donne la référence du modèle. Non, alors c'est pas exactement comme ça. En fait, l'IA qu'on a brevetée, elle fait 4 choses. Elle participe à 4 choses. La première, c'est celle qu'on a évoquée, c'est quoi cette clé ? Quel est son type, son modèle ? Quel est son fabricant, etc., etc. Première étape. Deuxième étape, qui est extrêmement complexe, c'est ce qu'on appelle le décodage de cette clé. C'est de comprendre comment cette clé a été découpée de petites dents, de petits trous, ou les deux d'ailleurs, et qui va constituer la combinaison de cette clé qui va faire en sorte que, in fine, ça puisse être compatible avec la serrure qu'elle est censée ouvrir. Donc là, c'est le deuxième traitement que l'IA va opérer. Le troisième traitement, qui est hyper important, c'est de corriger l'usure de cette clé. Quand on fait faire des clés au coin de la rue, des fois, on arrive à la maison, elles accrochent, voire même des fois elles n'ouvrent pas. 10 à 12% des clés faites en magasin, arrivées à la maison, il y a un problème en première intention.
Pourquoi ? Parce qu'on est parti d'une clé qui était déjà usée, qui est faite sur une machine qui n'est pas une machine industrielle d'une usine, c'est une machine de magasin, et qui est ensuite découpée sur ce qu'on appelle une ébauche de clé. L'ébauche de clé, c'est la clé vierge, avant d'être découpée, celle qui pend au râtelier, qui bien souvent vient du marché chinois. Donc qui n'est pas une clé usine. Donc a des tolérances de moindre précision que celle de l'usine. Et quand on fait le cumul de l'usure, de la machine pas trop bien réglée, et puis enfin de la clé qui n'est pas celle de l'usine, eh ben on se retrouve avec des clés qui fonctionnent pas très bien. Je dirais au mieux n'ouvrent pas, et au pire accrochent, parce que celles qui accrochent détruisent la serrure. D'accord. Voilà. Donc nous, on va faire ce traitement qui consiste à corriger l'usure. Cette donnée, elle va être donc traitée, exploitée, et on va passer au dernier traitement, qui est d'identifier la légalité de la reproduction. C'est-à-dire, est-ce que cette clé est libre à la reproduction, ou au contraire, est-ce que cette clé requiert des procédures de sécurité toutes particulières, parce qu'elles sont soit exigées par le fabricant, soit il y a des raisons de propriété intellectuelle et de brevet. Ok, donc c'est là où potentiellement on va te demander le numéro de ta carte. Alors, ça fait partie des processus. Donc, si c'est une clé de très haute sécurité, l'IA le détecte, etc., et va en première intention demander si tu as bien la carte qui correspond. Mais comme 90% des Français, bien tu l'as perdue. Et on verra tout à l'heure comment on va traiter ça. Donc là, en fait, ta techno, elle a identifié la clé, elle sait qui l'a fabriquée et comment faire pour la reproduire. Voilà. Ça, c'est le premier volet de la techno. À partir de ce moment-là, il y en a un deuxième. C'est celui de l'identité de celui qui demande la reproduction. Puisque si je suis malveillant, que j'ai devant moi la clé de quelqu'un, si avec seulement une photo je peux la faire reproduire, je vais pouvoir pénétrer chez lui potentiellement. Absolument. Donc il y a ce côté fondamental lié à l'identité de la personne qui demande. Tu dois t'assurer que cette personne, finalement, est bien le propriétaire de la clé qui est en train d'être dupliquée. Absolument. Donc, en fait, tu touches vraiment au sujet hyper sensible qui est celui de la sécurité et du manque de sécurité, en fait, qui est associé avec les clés. Alors, il y a en France une recrudescence, comme en Europe d'ailleurs, du nombre de cambriolages sans effraction qui est phénoménal, et dont la vaste majorité de ces cambriolages est le fruit de fraudes à la duplication de clés. Des fraudes à la duplication de clés, il y en a des tonnes. Ça peut être le commerçant malveillant qui, au lieu d'en faire une, en fait deux, repère ton nom sur ton chèque, sur ta carte bancaire, ou te fait une facture, et donc à ton adresse, et la revend. Et il y a des histoires, la gendarmerie et la police en ont des tonnes comme ça, où on revend le kit aux petits voyous du quartier qui, quelques temps après, cambriolent. On va sur le darknet et on trouve des choses dont je ne vais pas parler aujourd'hui parce que ça sert à rien de faire la publicité de tout ça, mais c'est effrayant. Et donc il y a un vrai problème de fraude à la duplication de clés. Donc il nous est paru indispensable dans ce que nous étions en train de créer, quand on a créé SecureClay, de participer à aller à des années-lumière en matière de sécurité, d'autant plus que, partie à nos actionnaires, on a des compagnies d'assurance qui, pour elles, c'était essentiel d'avoir un service de duplication de clés qui était réellement sécure et d'être en position de le promouvoir auprès de leurs propres assurés parce que c'était supérieurement sécurisé. Alors, qu'est-ce que nous avons inventé à ce sujet ? Nous avons d'ailleurs déposé un brevet aussi pour ça. C'est un système de sécurité tout à fait innovant qui permet en premier lieu de garantir un anonymat absolu à nos clients. C'est-à-dire que quand on passe par l'application SecureClay, on ne demande jamais de décliner ni l'identité de l'acheteur, ni l'adresse, et encore moins ce que ça ouvre. Donc, la première idée, c'est de dire, dès qu'on a un système digital, il peut être hacké. Dès qu'on a de l'information stockée, d'ailleurs, même si c'est du papier ou quelque chose, on peut nous la piquer. La meilleure façon de ne pas se faire piquer les informations, c'est de ne jamais les avoir. Premier principe de sécurité de SecureClay, c'est un service totalement anonyme. Maintenant, l'anonymat ne doit pas servir à quelqu'un de mal intentionné pour justement se cacher derrière cet anonymat. Donc d'un côté, l'anonymat protège et en même temps, il peut servir. D'ailleurs, tu parlais de quelqu'un qui te fait la photo de ta clé.
bien avant notre existence, et on trouve ça sur YouTube, il y a plein de tutoriels sur YouTube qui expliquent comment, à partir d'une photo, on peut reproduire une clé si on est un peu doué. Donc mon identité, il faut bien quand même quelque part elle soit délivrée. Comment je fais ? Alors, première étape, c'est je te demande pas ni ton identité, ni ton adresse, ni ce que ça ouvre. Par contre, il faut bien que je te livre. Il faut que tu payes. Donc le paiement est ce qu'on appelle tokenisé, c'est-à-dire j'envoie mon client vers la banque prend l'argent et me renvoie le token en me disant quelqu'un a payé la somme due, je ne sais pas qui c'est. Et pour la livraison, je ne te livre jamais évidemment tes clés dans ta boîte aux lettres, d'abord parce que je ne sais pas où tu habites, tout simplement, ce qui serait tout bête. Donc on dit à nos clients, faites-vous livrer soit chez un tiers de confiance, amis, bureau, famille, enfin quelque part, surtout pas chez vous. Et puis l'autre solution, c'est de se faire livrer dans un relais, dans un point relais, avec une procédure de retrait anonymisée. Donc, en fait, je fais livrer les clés à notre attention, à l'attention de la société, et je donne un mandat à mon client qui lui permet d'aller retirer de façon sécurisée avec un code, etc. La clé. Et donc tout ça, la seule connexion que j'ai avec le client. Alors comment partent les clés ? Alors les clés, on ne les fabrique pas. Première chose. Ouais. On ne fabrique pas les clés. Mais tu peux revenir sur l'identité parce que tu n'as pas tout dit sur l'identité. Ouais, si je te pose des questions, c'est que je la connais les réponses, mais je voudrais que tu me les donnes. Alors, donc d'un côté, pas d'identité. De l'autre côté, il faut donc tracer cet achat et assurer une traçabilité de l'achat pour éviter les problèmes. Et donc c'est ainsi qu'une fois que notre client a commandé, eh bien, nous l'envoyons digitalement se faire authentifier auprès de notre huissier de justice. Donc on sort de l'app ? Alors l'app va... on sort de l'app, on va recevoir, on dit qu'il va recevoir un mail de notre huissier de justice. Et l'huissier de justice va ensuite te demander de décliner ton numéro de téléphone mobile. Tu vas donc... il va rentrer un certain nombre d'infos. Il va faire un nombre de vérifications, il va prendre ton adresse IP, il va prendre un paquet de choses te concernant et les vérifier. Et surtout, il va les placer, lui, sous séquestre au sein de ses propres serveurs avec la clé de crypto qui permet à un huissier de justice de placer des informations sous séquestre. Donc on a un principe de clustering, donc de muraille de Chine. SecureClay a les informations techniques des clés. On sait faire les clés. Par contre, on ne te connaît jamais. L'huissier de justice, lui, sait qui tu es et garde les informations te concernant. Mais c'est complètement imperméable. C'est complètement imperméable. Donc, merci d'avoir précisé ça. On voit bien qu'il y a la donnée, elle est stockée à 2 endroits différents. Il est obligé et nécessaire à un moment ou à un autre de la réconcilier pour pouvoir arriver à faire l'expédition. Comment ça fonctionne ? Alors, il n'y a pas besoin de la réconcilier, parce que l'expédition, je vais expédier soit au point relais que tu auras choisi, soit à l'adresse que tu m'auras donnée. Bon. Mais comment tu sais que cette clé-là, qui a été faite, le fabricant qui a refait la clé, il a la référence, donc elle est dupliquée. Comment il sait qu'il doit l'envoyer à un point relais ou à telle ou telle adresse ? Parce que mon client m'a dit où est-ce qu'il voulait que je le livre. Et donc, il ne l'a pas dit à toi ? Ah si, moi il me dit l'adresse d'un tiers de confiance, ou le point relais qu'il a choisi. D'accord. Et moi je vais envoyer les données qui permettent de faire la clé à l'usine, qui va faire quasiment un nouvel original en fait, parce que c'est pas vraiment un double, c'est un presque original, et il va l'expédier à l'adresse que je lui aurais indiquée. D'accord. De façon sécurisée, etc. Et comment on colmate la brèche finale, qui est qu'est-ce qui se passe si je suis cambriolé ? Donc il y a un jour, je rentre chez moi, j'ai été cambriolé, pas d'effraction, j'appelle la police. Alors nous mettons à la disposition des forces de l'ordre, donc gendarmerie et police, une version de l'application qui permet, en cas de cambriolage sans effraction, de prendre une photo de la clé, et notre IA va être capable de dire si nous avons un jour refait un double pour cette serrure. Et si c'est le cas, l'application va emmener l'officier de police judiciaire ou le juge d'instruction vers l'huissier de justice détenteur de l'information de qui a commandé des doubles pour cette serrure, et seul l'huissier de justice pourra les révéler à l'autorité judiciaire, et jamais à nous et à personne d'autre. Et c'est tout l'intérêt du mécanisme qui a été développé. Et il y a une variante de cette solution pour l'export qui utilise de la blockchain, puisque l'huissier de justice, d'ailleurs intéressant, ça n'existe pas partout dans le monde. Voilà. Et oui, c'est ça. Donc on a bien compris finalement que la sécurité elle est dans la clé, elle est dans le traitement des données avec la mise en place d'une procédure qui inclut la présence d'un huissier de justice. Le fabricant
refait la clé, ça veut dire que les fabricants de clés, tous autant qu'ils sont en capacité de faire des expéditions B2C. La plupart d'entre eux sont capables d'expédier en B2C. Très peu le refusent, et il arrive qu'il y ait d'autres parcours aussi sécurisés, mais via un intermédiaire pour le faire, un grossiste par exemple. Mais la grande majorité le font, oui. Tu fais le lien avec la question que je te posais sur où se trouvent les fabricants. Parce que s'ils étaient très très loin, c'était beaucoup plus compliqué de faire la chose. Ce qui te permet d'avoir une promesse sur les délais de livraison. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as entré et payé pour la duplication de ta clé, combien de jours il se passe ? Alors, ça va dépendre un peu du type de clé, mais si on simplifie les choses, une clé simple ou un badge d'entrée d'immeuble, s'il nous est commandé, si on reçoit la commande avant 10h ce matin, elle sera expédiée à 16h aujourd'hui. Ok. Voilà. Si elle arrive après 10h... après, c'est les délais de transport. Après, c'est le lendemain. Donc voilà. Après, c'est le transport qui l'amène. Mais donc, c'est très rapide. Et pour les clés de très haute sécurité, c'est beaucoup plus rapide. Parce que généralement, quand on commande une clé de haute sécurité, on va peut-être la commander chez un serrurier, qui va la commander à son quincaillier, qui va la commander à un grossiste, qui va ensuite la commander à l'usine. Nous, on travaille directement beaucoup avec les usines, et on communique digitalement avec eux. Et donc, on arrive sur des clés les plus communes de très haute sécurité à les faire expédier en 48 heures, 72 heures dans certains cas. Alors, il y a des clés qui viennent des fois d'autres pays qui sont un peu plus longues à obtenir, mais in fine, on est toujours beaucoup plus rapide que la norme, on va dire, que le circuit traditionnel, quoi. Ok. Combien ça coûte en moyenne de faire refaire une clé ? Une clé, toute petite clé de boîte aux lettres, ça commence à 5,90 €, et une clé de sécurisée de porte d'appartement. Ça peut aller jusqu'à 450 € une clé. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, tous les niveaux de sécurité. Ce sont les prix qui sont pratiqués chez toi, ou c'est ce des sont prix de marché ? Les prix de marché. Et chez toi, c'est le prix de marché ? C'est quoi ? Comment tu te positionnes ? Nous, on est plutôt, généralement, plutôt à 20%, au moins 20% moins cher sur les clés de maison, les clés de sécurité, etc. On est plutôt à 20, 30% des fois moins cher que les circuits traditionnels. Et pour les clés de voiture, notre offre est ultra agressive, puisqu'on est à 50% moins cher en moyenne. Donc tu es à entre 150 et 200 € pour faire refaire une clé de voiture versus 350, 400. C'est comme ça qu'il faut le comprendre ? Il faut même comprendre qu'il y a des clés japonaises, par exemple, de voitures, qui sont plutôt à 600, 700 €. Et nous, on va osciller dans les 40 à 50% moins cher, selon plein de facteurs, parce que ça dépend aussi des disponibilités des matières premières. Très brièvement, avant qu'on passe sur la partie plus retail, sur les clés de voiture, on comprend bien que c'est pas du tout la même, c'est pas du tout la même technicité que pour une clé de porte, de maison, d'appartement. Comment on fonctionne ? Parce que il y a de l'encodage, il y a beaucoup d'électronique. Comment je fais moi pour Alors, il faut de la photo toujours ? Ouais, le parcours client est très linéaire par rapport à la clé de maison. C'est-à-dire que nous, on veut que nos clients suivent exactement quelque chose de linéaire, font leurs photos. Voilà. Ce qui va changer, c'est... donc, je reçois instantanément, c'est-à-dire que je fais ma photo, une fois que j'ai validé, j'ai le prix dans la seconde qui suit, normalement. Ça va très 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 vite. Ensuite, si ça me plaît, je paye, j'ai mon huissier qui va faire les mêmes contrôles, et un peu plus pour les voitures d'ailleurs que pour les maisons. Et puis j'expédie cette clé. Et cette clé va être expédiée avec ce qu'on appelle un voucher, un bon. Pourquoi ? Parce que les clés de voiture ont une particularité. Si je sais t'envoyer ta clé de voiture préprogrammée, il y a une chose que je ne peux pas faire, et qui doit se faire dans un garage obligatoirement, et ça c'est vrai pour le concessionnaire également, c'est ce qu'on appelle l'appairage, qui va consister à éliminer la clé qui a été perdue de l'électronique de bord de ta voiture et de la remplacer par la nouvelle. Autoriser cette clé au sein de l'électronique de bord. Et pour ce faire, il faut se brancher avec une valise, la fameuse valise électronique, qui va devoir justement faire ce travail qui dure à peu près un petit quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Donc ce voucher, il te permet d'aller dans un garage partenaire, un centre automobile partenaire, faire cette opération finale. Alors c'est déjà inclus dans le prix de ta clé, il n'y a rien à payer en plus. Tu prends rendez-vous, ils viennent, un petit quart d'heure, ils se branchent, ils font... Ah, ils viennent chez toi ? Non. Tu vas chez eux ? Tu vas chez eux, et ils se branchent, et... Alors, on te demande ton code postal, ce qui te permet de t'indiquer le garage partenaire le plus proche
de là où tu es. Ils font cette opération et tu repars avec toutes tes clés. Aujourd'hui, tu as un maillage national. Alors, c'est l'objet de notre levée de fonds, c'était de pouvoir augmenter ce maillage. L'idée, c'est qu'on cherche dans un premier temps, en 2025, d'avoir 200 garages partenaires pour le faire, ou 200 centres automobiles partenaires. Alors, je parle de centres automobiles parce que ce sont les endroits où on fait refaire ses pneus, ses paquets de freins. C'est les feux verts, Speedy et compagnie. Les Midas, les Noroto, qui eux-mêmes sont en recherche de relais de croissance, parce que c'est un marché qui est un peu bousculé, les marges sur les pneus ont complètement fondu, ils recherchent donc des prestations à valeur ajoutée, et puis ils sont très friands de pouvoir eux aussi promouvoir et vendre un service de duplication de clés. Alors, pourquoi on a fait une levée de fonds pour ça? C'est qu'en fait, on a besoin d'équiper ces garages de ces fameuses valises et autres équipements électroniques qui sont les nôtres, qui sont multimarques et qui sont interfacés avec des API, avec notre application et qui permettent de réaliser cette prestation de façon rapide, efficace et dans des conditions économiques intéressantes pour le retailer qui fait de l'aftermarket de maintenance automobile, en quelque sorte. Et donc, tout ce processus, c'est un partenariat entre des professionnels de l'automobile qui cherchent du service, qui aiment bien qu'on leur envoie des clients pour les clés, parce que ça leur permet de vérifier si les pneus vont bien, si les plaquettes vont bien, si les suspensions vont bien, et donc de conseiller le client et de leur faire une proposition de valeur complémentaire quand il y a des choses à changer. Donc tout le monde s'y retrouve, et en fait on leur envoie des leads, mieux qu'un lead, puisqu'on leur envoie des clients vivants avec leur véhicule dans leur garage. Ça, c'est en fait, avant qu'on revienne sur la levée de fonds et l'utilisation de l'argent, même si tu viens de nous en expliquer une partie, il y a justement ce travail qui est fait par Secure Clé de partenariat, même plus que de partenariat, même de distribution. Le retail est une des composantes stratégiques du développement de l'entreprise parce que vous travaillez avec des Castorama et autres brico-dépôts pour vendre en marque blanche, grise, je sais pas, tu vas expliquer finalement votre solution, ce qui permet à un Castorama de dire à ses consommateurs sur Castorama ou sur l'app de Castorama, vous pouvez refaire vos clés. Je crois qu'il existe même des sujets de bornes en magasin pour permettre aux consommateurs qui passent devant d'initier la demande de duplication de clés. Tu peux nous en dire plus ? Oui, alors on part de quelque chose qui est très naturel à la base. C'est-à-dire que où est-ce qu'on fait reproduire ces clés habituellement ? C'est souvent là où on va faire ses courses. Dans les hypermarchés, il y avait des serruriers, il y en a de moins en moins. Ils ont été d'ailleurs remplacés par les fameux meubles dont on parlait tout à l'heure. Et puis, aller faire sa double clé là où on achète ses produits de bricolage, c'est pas incohérent. C'est plutôt logique, puisqu'on y trouve des produits de bricolage et de serrure. Donc c'est ainsi que, quand on a lancé en 2021 Secure Clé, l'application Secure Clé est arrivée sur le marché, très rapidement, on a été en relation avec le groupe Kingfisher Castorama. Et en fait, il y avait un besoin complémentaire et commun. Eux étaient à la recherche de services à valeur ajoutée qui pouvaient être omnicanalisés, aussi bien en digital qu'en retail, qui sont des services perçus comme nécessaires et obligatoires d'avoir. Donc la reproduction de clés, ça fait partie des choses qu'on s'attend de trouver dans ce genre de magasin. Mais ils voulaient le faire de façon complètement modernisée, économiquement plus intéressant pour eux. Et donc le challenge, c'était est-ce qu'on peut faire une marque grise ? Et donc c'est ainsi que Castoclé a été créé, qui est en fait la même application que Secure Clé, mais c'est en partenariat avec nous, Castoclé en partenariat avec nous, brandé donc marque grise, donc vraiment aux couleurs de Castorama, et donc a d'abord été lancé digitalement sur le site de Castorama et via tous les vecteurs digitaux, emailing, application, enfin toute la panoplie du digital qui peut être faite. Et puis, il nous est apparu avec eux opportun de venir aussi adresser le public qui vient en magasin, parce qu'il y a des gens qui viennent en magasin tous les jours, qui adorent ça, qui ont juste besoin de le faire et qui ont aussi besoin de refaire des clés. Et donc, l'idée était de pouvoir omnicanaliser l'offre et de pouvoir la proposer à n'importe quel moment. Et c'est ainsi que les premières bornes Figital ont été créées, nos premières bornes, qui consistent à avoir en magasin, il y en a dans tous les Castorama de France, une borne Castoclé, qui est une borne sur laquelle le client va pouvoir, une espèce de petite tablette sur laquelle il va pouvoir poser sa clé,
un QR code où il va pouvoir télécharger l'application avec son téléphone. Ce QR code est associé au numéro de SIRET du magasin, ce qui va nous donner une traçabilité exacte du point de vente, des commissions à reverser, etc. Et puis le client va faire sa photo, va avoir son prix, et va décider soit d'acheter in situ, et commander tout de suite, soit au contraire, il peut très bien terminer ce soir à la maison, il n'y a pas l'obligation de le faire tout de suite dans le magasin, et puis surtout de créer du repeat, parce qu'une fois qu'on a l'application, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 8 mois, quand on a besoin de clés, on recommande de là où on veut, mais c'est toujours le magasin qui était à l'origine du téléchargement qui sera crédité des commissions que nous allons payer au magasin pour avoir apporté le client. Est-ce que le client de Casto peut faire livrer sa clé chez Casto ? Alors, ça dépend des retailers. Par exemple, il y a des retailers qui souhaitent au contraire pousser la livraison en magasin. Alors, c'est le cas de Monsieur Bricolage, par exemple, qui est un autre de nos partenaires, où pour eux, c'est une opportunité, évidemment, et comme d'autres, de faire revenir le client en magasin pour faire du repeat, etc. Alors, les politiques sont plus ou moins libres, en quelque sorte. Certains veulent c'est pousser... paramétrable, en fait. C'est paramétrable, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que ton client te dit non, j'ai pas envie, on ne le paramètre pas. Si c'est le cas, on peut le paramétrer. Je crois qu'il existe aussi une solution SaaS. Alors, la solution SaaS, alors juste pour finir avant ça sur le retail, on a parlé du do-it-yourself, donc du bricolage, on a parlé... Mais quelque part, tu peux le déployer n'importe où. Oui, mais le côté automobile est aussi très particulier. Parce que ce sont bien souvent des garages où il y a un espace de vente ou un espace d'accueil, où on vend des produits, accessoires, etc., qui est tout à fait opportun pour aussi recevoir ces fameuses bornes, pour proposer le service de duplication de clés depuis les garages ou les centres automobiles. Donc on va trouver toute la chaîne de valeur là. Ouais, je le comprends, mais pourquoi finalement, tu le disais justement, les cordonniers serruriers disparaissent des galeries commerçantes des hypermarchés, où se trouvent les hypermarchés, des supermarchés. Pourquoi finalement le supermarché ou l'hypermarché, en l'absence de cordonniers serruriers, ne proposerait pas une borne comme la tienne? Mais c'est ce qu'ils font. On a commencé à travailler avec le groupe Monoprix, avec une marque du groupe Carrefour qui s'appelle Supermarché Match, qui est plutôt dans l'est de la France. Qui vient d'être acheté. Voilà, on est sur le point de signer un très gros deal avec un très très gros chaîne de magasins de food. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, globalement, on peut le déployer n'importe où, ça prend pas beaucoup de place, dans la même mesure que les lockers sont déployés dans beaucoup de points de vente, on peut déployer ta solution. Oui, sauf que nous, on prend que 40 cm². C'est ça. Voilà. C'est pareil. Alors, sur la solution SaaS. Alors, la solution SaaS, c'est notre 3e canal de distribution qui, elle, a été conçue, alors, elle s'appelle SecureClay Pro. Elle a été conçue pour les professionnels de l'immobilier, qui, eux, par la nature de leur métier, les bailleurs sociaux, les gestionnaires locatifs, les syndics d'immeubles, s'arrachent les cheveux toute la journée avec les clés, les badges, les télécommandes, les demandes de locataires, de copropriétaires. Enfin bon, ça les rend dingues. Ils perdent un temps et un argent fou à traiter tout ça. Et donc, ce que nous avons fait, c'est une version, on va dire, surboostée du service qui leur permet finalement de créer un jumeau numérique de tout le parc d'objets ouvrants qu'ils managent. Ce qui va leur permettre ensuite de proposer les demandes et les commandes de duplication de clés en ligne sur les intranets des copropriétés ou les services qu'ils amènent à leurs locataires, soit simplement pour répondre à une demande plus classique par téléphone ou par email. Mais en tout état de cause, ça leur permet de simplifier de façon incroyable cette gestion et de la sécuriser. Au même titre, leur métier impose de prêter des trousseaux de clés en permanence à des tas de gens. Sûr. Et ces trousseaux de clés, c'est très sympathique de les prêter, mais ils ont la mauvaise habitude de pas revenir. Et donc de pouvoir administrer les prêts de trousseaux de façon organisée, tracée, avec des rappels à l'ordre si on ne les rapporte pas pour des durées de temps, etc., c'est ce qu'on apporte également avec SecureClay Pro. Et c'est pour ça que, par exemple, Foncia et Procivis adhèrent, après avoir testé nos services, commencent à les déployer partout en France pour pouvoir bénéficier justement de cette simplification grâce au digital. Et de toi à moi, c'est pas des fonctions hyper intéressantes. Les personnels des syndics préfèrent s'occuper des copropriétés que de courir après une clé, un serrurier, d'autres chats à fouetter. Donc on élimine ces tâches à basse valeur ajoutée, ce qui leur permet de redonner du temps vers le service.
Merci, on comprend bien finalement les 3 piliers sur lesquels repose la distribution, le B2C avec l'app, le B2B2C avec finalement le retail, les réseaux retail qui vont venir proposer des bornes ou des accès aux apps, et puis ce service aux professionnels en mode SaaS. Je le disais en introduction, il y a eu le passage dans la semaine dernière dans Qui veut être mon associé. J'aimerais bien que tu nous le racontes, que tu nous expliques un peu comment t'en es arrivé là, rapidement, comment l'opportunité s'est présentée à toi, et puis qu'est-ce que ça a changé en fait. Parce qu'en l'espace d'une semaine, tu vas nous le raconter, mais tu as vu les choses se transformer. Absolument. Et je précise, c'est que le passage intervient quasiment 6 mois après l'enregistrement. Donc il y a eu un temps, et ce serait intéressant que tu nous racontes comment ça s'est passé. Oui, alors, effectivement, mercredi, donc on est passé mercredi 19 février donc, dans l'émission, tournage qui avait été fait en septembre. Donc il y a un décalage de temps, effectivement. Mais bon, l'histoire est assez simple. On a été contacté par une des journalistes de l'émission qui avait repéré qu'on était en levée de fonds, qui nous a dit votre truc nous intéresse, est-ce que vous seriez prêt à candidater? Donc on a dit ok, évidemment, on a déposé une candidature. Après il y a tout un processus de sélection, et puis finalement on vous dit voilà, vous avez été sélectionné et vous êtes invité à venir tourner telle date, tel jour. Alors je tiens à préciser parce que tout le monde me pose la question, ça n'est en aucun cas scénarisé. 0%, mais vraiment 0%, c'est-à-dire que au moment où vous rentrez sur le plateau, vous savez même pas à qui vous allez parler. Vous avez une petite idée parce que vous avez vu les saisons d'avant, mais cette année, il y avait 3 nouveaux investisseurs. Le jour où j'y étais, il y avait des 3 nouveaux investisseurs. Donc, vous arrivez sur le plateau, vous avez 1 minute 30 pour pitcher, et puis après, alors ça, on ne voit pas à la télévision parce que vous voyez des questions qui sont posées, et tout ça est résumé à peu près en un passage de 10 minutes. Or, la session de questions-réponses dure 1h30. Donc, beaucoup de gens d'ailleurs se disent, mais comment peuvent-ils décider d'investir sur, comme ça, 10 minutes de temps? En fait, c'est pas 10 minutes de temps, c'est coupé, monté, évidemment, mais les questions sont hyper aiguisées, et puis elles arrivent dans tous les sens. Les 5 personnes qui vous passent au crible en live, c'est pas simple, il faut être pertinent, efficace. Je crois que tu l'as été, parce que c'est ce qui les a impressionnés. J'ai vu la séquence, tu t'es pas démonté, t'es resté calme, tu leur as prouvé que tu maîtrisais ton sujet, c'est ce qu'ils ont dit, non? Oui, parce qu'on connaît bien notre métier, et puis surtout on a une vision, et c'est ce que j'ai voulu partager, c'est où on allait, qu'est-ce qu'on voulait faire, et donc ça les a convaincus. On a eu 4 offres d'investissement, il y a eu un peu de bataille d'ailleurs sur le plateau, et donc un choix a été fait, et j'ai porté mon choix sur les 3 nouveaux investisseurs de la saison. Et donc depuis on a eu alors beaucoup de gens disent mais en fait ça se passe comment après quoi. Alors après, il y a évidemment toute une phase de due diligence parce que c'est normal. Le après, c'est tout de suite après l'enregistrement de l'émission. Enfin, quelques semaines après. La première réunion de due deal a dû avoir lieu, je crois, 8 ou 10 jours après. Oui, c'est ça, juste après. Voilà, quelque chose comme ça. Donc on rentre dans les détails. Et évidemment, ça creuse encore plus jusqu'à ce que le deal juridique soit vraiment finalisé. Donc nous, en plus, ça faisait partie de la levée de fonds qui était en cours, donc ça nous a permis... parce que tu as levé 300 000 € auprès de l'émission, auprès des investisseurs de l'émission, voilà, qui viennent compléter une levée plus globale. De 2,4 millions, et donc qui s'est closé fin décembre, donc avec tout ce monde. Et donc, en marge de ce processus, on va dire, juridique, qui est normal, des sessions de travail ont commencé relativement tôt également. Et là, c'était très intéressant parce que on a des entrepreneurs ultra performants qui sont géniaux. Hein, ils sont tu peux nous dire ce qu'ils font? Alors, on a Jean-Michel Caram, qui est un type incroyable, qui a un PhD en microélectronique et qui a appliqué toute sa science de la microélectronique au monde des cosmétiques. Donc, entre autres, alors je ne vais pas faire tout ce qu'ils font, mais ils sont capables, à partir d'une application mobile, de détecter la qualité de ta peau et de te faire pratiquement, te dire exactement le type de cosmétique qu'il te faut, et presque te le faire à façon chez les grands distributeurs de cosmétiques. Donc, un truc incroyable.
Ils ont aussi l'atelier du sourcil, qui est une chaîne de franchise pour la beauté des sourcils. Enfin bon, c'est toute la beauté, la mode. Donc rien à voir avec Leclerc. Et c'est un peu la raison de mon choix. Je voulais des gens qui aient plutôt... Un regard neuf. Naïf, un regard neuf, une expérience retail très très forte, et un instinct d'entrepreneur du retail. De l'autre côté, on a Julien Jacob, qui est un type aussi complètement incroyable, qui a fait une fortune et un succès incroyable aux États-Unis d'abord, avec une société qui s'appelle Wincor, dont les jouets, plus de 750 millions de jouets vendus à travers le monde, qui a une énorme expérience du retail, puisque les jouets sont vendus dans des tas de réseaux retail. Et donc, tout ça m'a particulièrement intéressé, parce que ce que je voulais, c'était voir instinctivement où est-ce qu'ils allaient nous dire que là, il faut améliorer les choses. Et c'est ce qui s'est produit. C'est exactement ce qui s'est produit. Ils nous ont filé des coups d'éperon dans les flancs, et qui étaient bien mérités. Et oui, ils ont réveillé des choses, soit qu'on savait, mais qu'on avait plus le temps de remettre en priorité. Et ça a permis de nous challenger avec un regard d'entrepreneur, et avec le regard du retail, et donc d'apporter déjà des améliorations qui étaient live au moment de l'émission. Ok, c'est ça. Donc en fait, c'est le côté opérationnel de ces investisseurs dans des workshops qui vous a permis finalement aussi d'accélérer, pas que l'argent, mais il y a cette vision et ce travail ensemble sur le côté fonctionnel de l'entreprise, de l'app. C'est aussi l'ouverture d'un réseau, de portes, de comment ils appellent. Alors, il y a l'app, mais il y a aussi les bornes. On est en train de travailler à la borne de génération 3 avec eux, justement pour injecter dans cette création de borne de génération 3 toute leur expérience retail. Et Jean-Michel, entre autres, a, à travers ses activités cosmétiques, beaucoup de bornes. Il en a fait des dizaines à travers les années. Donc là, on a la chance de pouvoir travailler avec leurs équipes qui sont passées par tous les rouages des bornes, et de gagner un temps fou. Oui, c'est ça. Pour pas répéter les erreurs que chacun fait finalement en découvrant. Donc ils nous font économiser énormément de temps en disant ça on l'a fait, on s'est planté, donc le faites pas. Et ça par contre, on pense que ça doit pouvoir marcher. Et donc c'est lui, ses équipes, pareil avec Juliane, et puis évidemment le carnet d'adresses pour nous faire gagner du temps et rencontrer les bonnes personnes et aller vite. Oui, c'est ça. Je crois que pour compléter l'expérience qui veut être mon associé, il y a un investissement qui est fait, il y a aussi une forme de charity, comme on dit en anglais, avec Gustave Roussy. Tu peux nous en dire deux mots ? Oui, alors il se trouve, et c'est encore le fruit du hasard, c'est que au moment où, sur le plateau, à un moment, ils m'interrompent et ils me disent mais finalement, ok, tout ça c'est bien, le business, etc., mais parlez-moi de vous. Et donc, ils me demandent de raconter ma vie d'entrepreneur finalement. Et donc, je dis à un moment que dans ma deuxième start-up, j'ai été un peu mis au tapis par ce cancer qui est venu me stopper dans mon élan et qui néanmoins m'a aussi donné la force et la motivation de créer la start-up d'après, le business d'après. Et Julian a lui-même rencontré la maladie et donc a immédiatement réagi pendant l'émission. Et puis donc, dans ces échanges de due diligence, etc., on avait aussi pu parler un peu plus, on a pu se connaître un peu mieux. Et puis il nous est apparu important, alors, moi j'ai vécu 10 ans aux États-Unis, Julian, je sais pas pareil, combien d'années à Los Angeles, il y est la moitié du temps, où la culture du rendre à la communauté est beaucoup plus développée qu'en Europe. Et lui, c'est, on va dire, dans son ADN, il donne énormément de jouets aux hôpitaux à travers le monde pour les enfants malades, du cancer, etc. Et puis il s'est trouvé que l'Institut Gustave Roussy, c'est là où on m'a sauvé la vie. Lui aussi, c'est un hôpital qui est extrêmement cher pour lui, pour ce qui lui est arrivé. Et donc on a pensé que c'était bien de faire quelque chose, et donc d'impliquer l'Institut Gustave Roussy. Et donc une partie des plus-values qu'ils réaliseront sur la société seront redistribuées au profit de l'Institut Gustave Roussy. Et donc on communique également pour faire savoir qu'il faut aider et que c'est une bonne chose d'aider. Voilà. Bon, merci pour ce petit, cette petite parenthèse, et il était important que tu puisses en parler.
Pour conclure la relation avec tes consommateurs, la notoriété de la marque a eu un coup de fouet avec le passage la semaine dernière à la télé. Tu peux nous raconter un peu comment vous avez vécu ça de l'intérieur ? Alors, il y a deux choses, je pense, où on a gagné. C'est en notoriété, évidemment, une start-up, c'est toujours un de ses problèmes, c'est de se faire connaître. Et puis, il y a l'usage. Et nous, on a ce sujet d'usage qui est pas la façon de faire ses clés, c'est pas naturel de prendre son téléphone pour faire ses clés. Donc, il y a deux gains à aller chercher avec ça. Le passage dans l'émission a été fantastique pour nous parce que, et d'ailleurs je remercie la production d'M6 et la production de l'émission, d'avoir donné le temps et d'avoir laissé le temps à l'explication. Parce que très souvent, les gens peuvent être inquiets avec notre application, même si on l'explique sur le site, c'est pourquoi c'est sécurisé et surtout pourquoi c'est plus sécurisé qu'ailleurs. Ça, je crois qu'on l'a bien compris. Là. L'émission nous a donné beaucoup de temps pour bien l'expliquer. Et d'ailleurs, j'ai reçu un nombre de messages de sympathie, mais aussi de dire « Ah ben maintenant je comprends », etc. Donc ça a été vraiment très efficace. On a également reçu beaucoup de demandes entrantes de canaux B2B. Retail, auto, de gens qui voulaient participer, qui se proposent de se rencontrer, etc. Donc ça, c'est aussi un gain de temps phénoménal qui est apporté. Et puis, on a eu un nombre de téléchargements de l'application qui est absolument phénoménal, de commandes. Oui, c'est ça, les commandes, tu les vois exploser. Ça explose en quelques heures, on n'a jamais vu ça. On s'est même demandé, on a même eu un moment où l'application a commencé à patiner parce que il y avait trop de monde en même temps sur l'application. Bon, donc ça a freiné, ça a fait un peu embouteillage. Et d'ailleurs, désolé pour ceux qui étaient dans l'embouteillage, mais ça s'est débloqué après. Donc ça, évidemment. Et puis on voit en plus une récurrence depuis maintenant quelques jours. Le niveau de commande et de demande il y a un palier qui a été franchi. J'espère qu'il va perdurer. En tout cas, ça fait plusieurs jours où on est bien au-dessus de notre rythme de croisière habituel. Voilà, donc il y a ça, il y a le côté partenariat, donc demande de partenariat, je pense qu'il y a des choses super qui vont avoir lieu. Et puis donc c'est un espèce aussi de déblocage dans notre tête, de se dire maintenant on vient de passer un palier, nous aussi, et donc il faut qu'on s'adapte à un rythme plus élevé, plus important. C'est un booster incroyable pour les équipes. Tout le monde était super fier d'avoir pu être exposé comme ça au grand public. Et ce qui fait le plus chaud au cœur, c'est tous les messages de sympathie qu'on reçoit, d'encouragement. Et ça, l'équipe, elle est super... c'est super rassurant de se dire que les gens apprécient ce qu'on fait et qu'on est dans la bonne direction. Bien sûr, c'est rassurant. C'est appréciable et rassurant. C'est quoi les canaux d'acquisition en dehors de passer dans Qui veut être mon associé ? Parce que ça ne va pas être duplicable à l'infini, ça, pour le coup. C'est clair. Les canaux traditionnels d'acquisition digitale sont le SEO, le SEA, et puis on fait de l'influenceur, on fait des tas de choses, avec toujours un sujet qui est combien on investit par rapport au retour. Les canaux B2C sont difficiles, c'est difficile de faire connaître une marque, et c'est encore plus difficile de faire connaître une marque avec un usage comme ça qui est très différent. C'est pour ça qu'on a développé les partenariats en retail, parce qu'on y trouvait un intérêt aussi de se faire connaître l'usage, et en marque grise avec des partenaires qui eux-mêmes avaient besoin de services innovants. On a trouvé un bon mélange. Il y a les canaux pro, donc SecureClay Pro, qui sont pas des canaux naturels d'usage, on va dire, où c'est plus du commerce grand compte qu'autre chose. Donc, voilà à peu près Et puis l'auto, qui est aussi un hybride entre la marque grise, les grandes marques d'aftermarket automobile, de services automobiles, et puis l'acquisition digitale, en venant capter cette frustration des clients qui ont vu une proposition très chère, très longue, compliquée de leur concession. Et étonnamment, également, ça c'est ma grande surprise, le nombre de concessionnaires qui nous ont contactés suite à l'émission en nous disant « mais vous savez, pour nous, les clés c'est une tannée, même pour nous c'est une tannée, et peut-être qu'on devrait travailler ensemble parce que si on peut finalement rendre le service plus vite à nos clients, ils en seront plus contents. » Et donc j'étais très étonné par ça. Beaucoup de concessionnaires automobiles. Merci, j'ai une petite question liée à... Habituellement, un commerçant, quelqu'un qui fait du commerce, il a une base de données. Il a une base de données clients et il sait que ses clients sont plus ou moins actifs.
D'où le repeat business. Comment tu peux animer une base de données que tu ne possèdes pas? Alors, c'est pas que je ne la possède pas. J'ai une base de données clients que je ne connais pas. C'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que dans l'application, il faut bien un moyen pour communiquer entre nous. Donc, il y a les push notifications qui peuvent aller sur l'app directement, mais le client nous donne une adresse mail. Donc, le client qui veut rester complètement anonyme peut s'appeler toto@gmail.com. On n'a pas besoin de s'appeler pierre.gmail.com. Donc, beaucoup d'emails sont complètement anonymisés. Mais ça nous permet de faire une newsletter, ça nous permet de communiquer avec nos clients quand on veut. Donc, on a une base de données, mais je ne sais pas si c'est Cyril, Pierre, Paul ou Jacques. C'est ça, donc ça contraint quand même l'animation de la base, parce que tu n'as pas autant d'informations, malgré tout, que pour un commerçant dit, entre guillemets, normal. Je vais te dire une chose, Pascal, on a passé l'heure et demie d'enregistrement. On a passé et on a résisté à la structure. On a gardé la structure de proposer au début. Non, je veux te dire un grand merci parce que tu as un réel talent pour raconter les histoires. C'est une histoire qui n'est pas inventée, c'est une histoire qui t'est arrivée et qui t'arrive. Et je crois que c'est cette sincérité qui transpire dans tes propos. Merci de nous l'avoir partagé. Merci de nous avoir emmenés dans cette aventure qui, a priori, est un sujet qui n'est pas des plus sexy et des plus glamour. Tu as réussi à le rendre pour autant. Donc, je voulais te remercier pour tout ce partage. Je te souhaite évidemment plein de réussite pour la suite. Je vais vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité. Remercier le One-to-One Retail e-commerce de Monaco qui se tient en mars pour le support apporté à cet épisode. Si vous voulez rentrer en contact avec Pascal, je pense que LinkedIn, c'est le bon moyen. Pascal Métivier sur LinkedIn. Voilà. S'il y a des partenaires qui écoutent ça et qui veulent une mise en relation plus directe, évidemment, vous pouvez passer par moi, je ferai le nécessaire. Pascal, merci encore, et puis je te dis à très bientôt. Merci à toi, merci beaucoup.